Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo. Nous allons revenir sur le crash qui a eu lieu lors d'un meeting aérien le 20 octobre dernier et qui a coûté la vie du pilote démonstrateur qui n'était qu'autre que le pilote qui a formé à la voltige aérienne toute l'équipe de Top Gun Maverick 2 dans les années 2020. Il s'agit de Chuck Coleman, ingénieur, plusieurs fois décoré dans l'aviation, pilote d'essai, plus de 3000 vols de voltige, 10 800 heures de vol. Et pourtant, il va finir dans un décrochage dynamique à taper le sol avec son Extra 300L. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est d'essayer de voir les leçons que l'on peut apprendre de la perte pour l'aviation de ce grand pilote de démonstration et d'essai. Jingle. Débrief ne vous propose pas que des formats en présentiel pour réunir vos équipes, les dynamiser, parler de leadership, de followership, d'alignement ou de sécurité. Nous vous proposons également en distanciel des conférences, des cours en ligne, mais aussi des workshops où certains de vos collaborateurs doivent piloter les avions, le tout dans un environnement spécialement mis en place pour faire travailler le collaboratif en distanciel. Même Forbes en avait parlé il y a quelques années. Alors n'hésitez pas à nous contacter directement sur le site debrief.org afin qu'on se retrouve très rapidement en vidéo. Il était 14h30 et c'était sa deuxième démonstration devant du public du week-end. Il avait déjà fait sa démo la veille, le samedi, avec des conditions météo légèrement meilleures d'un point de vue nébulosité. Mais là, on est quand même dans du grand beau. Nous sommes à Los Cruces, dans le Nouveau-Mexique, pour le Air and Space Exposition. Il est 14h30, la température extérieure est de 24 degrés. Nous sommes à 1370 mètres d'altitude et la démonstration ne va pas bien se passer car l'avion va faire un décrochage dynamique sur la fin de sa manœuvre car le pilote va essayer d'éviter le sol. De manière à comprendre un petit peu ce qui se passe, je vous propose dans un premier temps de revenir sur l'Extra 300, après sur notre pilote et ensuite sur l'événement avant de regarder les grandes leçons d'un point de vue sécurité des vols que l'on peut sortir de ces images. L'Extra 300L en question est un avion de 2009. Le design de cet avion remonte aux années 80 quand un Allemand, Walter Extra, a eu l'idée d'aller sur un avion de voltige dont il avait besoin en fait pour faire des compétitions aériennes. Le design de l'Extra 300 remonte donc à 87, premier vol en 88. Vous êtes sur une masse de l'ordre de 680 kg à vide, propulsé par un moteur qui vous donne un peu plus que 300 chevaux et c'est un avion qui fonctionne extrêmement bien. Il est utilisé par l'armée française, maintenant avec des nouvelles versions, le 330, par les Chiliens, par les Jordaniens, par les Malaisiens et c'est un avion parfait pour prendre du facteur de charge, que ce soit tout seul ou à deux. Tout seul, vous pouvez monter à plus ou moins 10 fois la force G, donc vous pouvez peser 10 fois votre poids. Par contre, contrairement à un avion de combat, ou par exemple le Rafale que j'ai pu montrer en meeting aérien, eh bien là, il y a une grande différence, c'est celle de votre énergie et de la durée pour laquelle vous allez pouvoir tenir ce facteur de charge. Avec un avion qui a une vitesse maximum de l'ordre de 400 km/h, l'Extra 300, vous allez pouvoir prendre des changements de trajectoire et du facteur de charge dit instantané très élevé. Par contre, votre énergie va se réduire et vous n'allez pas pouvoir maintenir le facteur de charge. Prenez un Rafale, mettez-le à 500 nœuds, 900 km/h, appuyez sur la mettre des gaz à fond, mais la post-combustion, l'avion va avoir énormément d'énergie, vous tirez sur le manche, il va se mettre à 9G, mais vous allez pouvoir tenir les 9G tant que vous avez du pétrole. C'est la grosse différence entre les avions de voltige, très fort facteur de charge, mais avec un facteur de charge très court à tenir, et un avion de chasse de nouvelle génération, où vous allez tirer sur le manche, et le facteur de charge, vous allez le subir très longtemps, car vos rayons de virage sont tout simplement beaucoup plus grands, mais votre réserve d'énergie également. Toujours est-il, ces extras, ce sont d'excellents avions, et ce jour-là, en termes de conditions de vol, petite particularité, nous sommes en altitude, le terrain, je vous l'ai dit, est à 1300 mètres au-dessus du sol, mais il fait chaud. Donc l'air densité, la density altitude, comme ils disent là-bas, elle va être de 6500 pieds, c'est-à-dire quasiment 2000 mètres. Donc votre avion, même si vous êtes juste au ras du sol, il va se comporter comme si on était à 6000 pieds, comme si on était à 2000 mètres dans une atmosphère standard. Pour faire simple, ça veut dire quoi? Plus vous montez, plus il fait chaud, moins l'air vous porte, plus l'air est fin, moins il est dense, plus vos rayons de virage vont être grands, moins la portance, moins ça va vous aider à bien voler. Donc pour faire très simple, pour ce genre d'avion, vous allez vous retrouver avec des performances qui sont moindres.
vous aurez de meilleures performances au niveau de la mer, par 15 degrés ou 10 degrés ou 5 degrés, que à haute altitude, à 3, 4, 5 000 mètres, forcément, l'air est moins dense. Si vous voulez faire très simple, il y a moins de particules d'air sur lesquelles vous appuyez. On fait simple. Chuck, c'était vraiment pas n'importe qui. 140 vols d'entraînement pour l'équipe de Top Gun avant qu'ils aillent sur Super Hornet. Il leur a appris à faire de la voltige, à résister aux facteurs de charge, à voler sur le dos, à parler sous facteur de charge. Et c'était sûrement un contrat qui était absolument incroyable pour cet ingénieur qui est sorti de l'université de Michigan en 1985. Vous avez deux grands cursus pour les pilotes d'essai. Vous avez les pilotes d'essai qui passent par l'armée et après, une fois qu'ils sont chefs de patrouille, se spécialisent dans les essais en vol. Il y a toujours des exceptions sous chef de patrouille ou autre, mais souvent vous faites plus haut niveau de qualification tactique et après vous partez dans les essais. Vous avez également la filière ingénieur d'essai navigant et après ça, vous avez la carrière cursus civil comme Chuck avec des écoles civiles de pilotes d'essai. Et Chuck, lui, c'est ce qu'il a fait. D'ailleurs, il était à la Society of Experimental Test Pilots et était membre du board du port aérien de Mojave où on était allé l'année dernière pour un tournage. C'est un endroit absolument incroyable. Il avait 10 800 heures de vol, ce qui est beaucoup pour un pilote d'essai. 3000 volts de voltige, ce qui est absolument énorme. Dans sa carrière, il a fait 6 ans chez McDonnell. Dans sa carrière, il a commencé par 6 ans à travailler sur les versions du F-18 qui devaient travailler à haute incidence et avec la poussée vectorielle. Après, il a également participé à la mise en place des F-18 version Blue Angels, des versions allégées pour qu'ils soient meilleurs pour la voltige aérienne. Mais il a également travaillé sur le C-17 en 1994, a été pilote d'essai sur le BD-10, BD-12, et après est rentré chez Scale Composites en 2002. Alors vous avez peut-être entendu parler de Burt Rutan, c'est cette entreprise basée dans le désert du Mojave, avec Northrop maintenant qui est l'actionnaire principal, et il a travaillé et fait des essais pour le Virgin Atlantic Global Flyer, qui en 2006 avait fait le tour du monde, avait battu le record tour du monde en 67 heures, 550 km/h de moyenne, avec Steve Fossett qui est décédé l'année d'après en accident d'avion. Ça avait pas mal fait parler dans le milieu il y a maintenant bientôt 2 décennies. À côté de ça, il a volé sur Proteus, sur le Icon A5 que vous avez peut-être déjà vu sur les simulateurs de vol comme Flight Sim. Et il est le récipiendaire de 2 Collier Trophy, à la fois pour avoir travaillé sur le C-17, mais également pour son travail sur Spaceship One en 2004. Collier Trophy qui est depuis 1911 donné par la National Aeronautic Association du nom de Robert Collier, pionnier du sport aérien et le premier président de l'Aéroclub d'Amérique. C'est un trophée qui fait 238 kg quand même. Et le tout premier à recevoir, c'était Monsieur Cortis pour son travail sur l'hydravion. Alors, assez de culture générale, juste une petite note historique quand même. En 1985, le 16 septembre pour être précis, Art Scholl, qui était un pilote de voltige aérienne mais également de prise de vue pour Hollywood, alors qu'il filmait Top Gun 1, ce coup-ci, est mort aux commandes de son S-2, donc un avion de voltige, est parti en vrille d'eau, a annoncé à 3000 pieds qu'il avait un problème, l'a rannoncé à 1500 pieds et a fini par percuter la surface de la mer, n'a jamais été retrouvé et ça a été mis sur des illusions sensorielles. On ne sait pas vraiment pourquoi il a été perdu, mais Top Gun 1 avait été endeuillé avec un pilote de voltige. Là, on voit que c'est après coup, mais la personne qui a travaillé sur la voltige aérienne pour Top Gun 2, également, il a laissé sa vie sur ce meeting. Alors, qu'est-ce que l'on voit sur ces images? Vous voyez que l'avion arrive, sort de sa figure précédente. Alors, au niveau des enchaînements de voltige, c'est pas de l'improviser, c'est toujours la même chose, c'est un programme de vol, le pilote le connaît sa version bonne météo, météo dégradée, haute altitude pression, et vient rechercher des points clés. Pour chaque figure, il vous faut un point clé en début de figure, en milieu de figure et en fin de figure. Vous pilotez des points clés. Quelle est mon altitude? Quelle est ma vitesse? Là, il vient chercher une vitesse, une hauteur, même pour être précis, par rapport au sol. Il va ensuite tirer sur le manche, s'arrête à 45 degrés, on voit 2 tonneaux. Et là, on voit que sur son deuxième tonneau, voilà, il baisse un petit peu sur les 45. Donc, il va perdre quelques mètres en sommet de figure. Et là, il part dans sa figure de voltige. Alors, ce sont des figures qu'on ne peut pas faire avec un avion de combat, qu'on va pouvoir faire qu'avec des avions de très haute performance comme les Extra, ou des CAP 232 ou des Edge. Et là, il va partir initialement sur le dos et est censé revenir, si on voit ses autres vidéos, sur la tranche. On voit qu'il manque un peu d'énergie. Il va avoir du mal à revenir sur la tranche. Il va essayer derrière de récupérer l'avion. Comment est-ce que vous faites pour récupérer l'avion? Vous mettez le nez vers le bas, vous convertissez votre énergie potentielle de pesanteur à votre hauteur pour de la vitesse, et après derrière, et c'est ça qui est dur, il va falloir souplement tirer sur le manche. Et là, on a un point intéressant.
Pourquoi souplement? Parce qu'à une certaine incidence, votre aile elle va décrocher. Donc il y a ce qu'on appelle le décrochage que tout le monde connaît, je réduis la vitesse, j'augmente mon incidence, tac tac tac, hop, l'avion s'affaisse, mais il y a également le décrochage dynamique. Le décrochage dynamique, c'est ce que l'on voit là. Vous tirez fort sur le manche, et là, eh bien, sans signe annonciateur, vous vous retrouvez avec une aile qui décroche, et donc l'avion qui perd sa portance et qui va commencer à partir vers le sol sans être manœuvrable. C'est par exemple ce qu'on avait vu lors du crash du Hawker Hunter à Shoran en 2015. C'était le plus gros crash depuis 1952 sur un meeting aérien pour les Britanniques, avec le Hunter qui arrive avec un point clé qui était trop bas, se retrouve avec trop d'énergie, tire sur le manche, l'avion fait un petit décrochage comme ça, ne remonte pas, n'y arrive pas tout simplement, et va s'écraser sur une autoroute. Là, vous avez la même chose, c'est-à-dire qu'en fait, la demande du pilote qui est très forte sur le manche, c'est normal, c'est humain. Vous avez le sol qui vous monte à la figure, vous faites quoi? Vous tirez sur le manche pour essayer de récupérer. Or, eh bien, vous dépassez cette incidence critique, l'avion lui fait « Ah non, je ne sais pas faire », et du coup, eh bien, c'est pire que tout. Alors, ça, ce sont des commandes manuelles. Avec un extra, je tire sur le manche, l'avion répond jusqu'à cette incidence critique. Si vous prenez les avions modernes, Rafale, Typhoon, Mirage 2000, on en a déjà parlé sur la chaîne, quand vous donnez un ordre, ça va dans une machine, c'est des commandes de vol électrique, et là, la machine vous donne plus ou moins ce qu'elle veut pour protéger l'intégrité de votre structure et au vu des conditions du jour. Et on se retrouve avec d'autres problèmes. C'est-à-dire que là, l'avion, pour vous protéger, va refuser de tirer trop fort et va vous faire avoir un rayon de virage beaucoup plus grand. Donc ça avait posé des soucis sur Rafale, Typhoon, Mirage 2000, vous voyez un peu les images. Là, ce que l'on voit, c'est ce qui n'est pas arrivé sur ces avions à commande de vol électrique. Donc, protégés par l'enveloppe de vol gérée par les capteurs et l'informatique, les avions modernes ne vont pas vous faire de décrochage dynamique comme ça. Mais les avions d'ancienne génération, voilà, si vous tirez fort, ça risque, ça peut arriver, ça ne prévient pas. Rajoutez le fait qu'il fait chaud, que nous sommes en hauteur, et ça ne marche pas. À basse altitude, l'enquête nous dira si ça pouvait passer. Peut-être, ça ne s'est joué à pas grand-chose ce jour-là. Et ça vient nous rappeler une règle de base dans l'aviation que la plupart des vieux pilotes connaissent, c'est que les cimetières sont remplis d'excellents pilotes. Alors, ça se comprend de différentes manières. La manière dont je voudrais que vous le compreniez, c'est qu'en fait, si vous êtes un excellent pilote, il y a ce biais de réputation, vous savez que vous êtes bon, vous avez fait 3000 vols de voltige, vous maîtrisez bien votre avion, et vous allez vous autoriser, parce que vous avez l'expérience, parce que vous avez la maîtrise, à vous rapprocher du sol, tout simplement à travailler sans marge. Et quand on travaille sans marge, un jour, pour des raisons qui peuvent être complètement au-delà de votre sphère d'impact, eh bien, un petit grain de sable va se mettre, et là, il ne manquait pas grand-chose. Mais un jeune pilote ne se serait pas tué ce jour-là, tout simplement parce qu'il aurait utilisé un plancher de vol beaucoup plus haut. Alors oui, ça n'aurait pas eu la même gueule, d'un point de vue démo aérienne, ça n'aurait pas eu le même rendu, surtout avec un petit avion, il faut plus être proche du public, mais le pilote aurait probablement eu la marge nécessaire pour récupérer. Et c'est toute la difficulté de l'aérien, mais c'est également vrai en moto, en bateau, en tout ce que vous voulez, c'est en permanence savoir gérer l'équation de la prise de risque, ce qu'on appelait dans l'aviation de chasse la MDRA, la maîtrise des risques aéronautiques. Il y a des risques, si vous voulez zéro risque, on reste au sol, on ne va pas voler, et réussir à trouver la bonne balance entre la réglementation, entre la prise de risque, entre la correction de vos marges de manœuvre, fonction de votre état de santé, notre pilote avait 61 ans, fonction des conditions du jour, fonction de votre fatigue, fonction de votre machine, et tous les jours décider et trancher à où est-ce que je mets la limite. Aujourd'hui, je suis un peu moins en forme, je vais peut-être me mettre un peu plus de marge. Et tout ça, c'est beaucoup plus facile une fois qu'on est au sol, tranquillement dans le canapé, que dans l'avion, avec en plus la pression du meeting aérien ou l'envie de s'améliorer, car c'est un domaine de passionnés. Les gens qui font des meetings aériens, ce sont des passionnés, ils veulent donner au public, ils veulent faire quelque chose qui soit beau, qui plaise aux spectateurs, et donc ils vont chercher les limites. En résumé, 3 points à retenir. Le premier, c'est l'altitude-densité. Il fait chaud, vous êtes en altitude, l'avion ne réagit pas de la même manière. Le deuxième, c'est, vous avez vu cette différence entre les commandes de vol électriques qui vous protègent mais ont leurs limites, ont leur talon d'Achille, vous empêchez de lever le nez, ce qui peut amener le Typhoon à taper la mer, comme on l'a vu en Italie. Mais de l'autre côté, les commandes de vol classiques, où c'est bien, mais ce n'est pas parce que vous avez de la marge que vous pourrez tirer autant que vous voulez, il faut quand même rester souple, et ça ne préviendra pas le décrochage dynamique. Et le troisième point, c'est toujours pareil,
les points clés. On pilote des points clés qui peuvent être modifiés fonction des conditions du jour, conditions météo, conditions de forme. Rappelez-vous ce F-18 des Blue Angels. Le pilote était fatigué car il avait un enfant en bas âge qui ne dormait pas. Il avait décollé, il avait fait son retournement sans monter suffisamment, n'avait pas respecté son point clé, exactement comme son collègue sur Thunderbird qui, après le décollage, n'avait pas respecté son bon point clé avant de partir nez bas. Si vous ne respectez pas le point clé, il y a un moment, c'est le seul qui va gagner. En cas de doute, rajoutez-vous de la marge. Ça sera peut-être un petit peu moins impressionnant, mais vous pourrez vous améliorer le lendemain si vous estimez que les conditions sont idéales, que votre niveau d'entraînement également. Et après le vol, on verra bien si votre jugement de la balance de MDRA, maîtrise des risques aéronautiques, était bonne. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Je vous rappelle que tout est disponible désormais en multilangue. N'hésitez pas à partager les vidéos. Peut-être à bientôt pour une journée sécurité dans votre entreprise ou un workshop sur le leadership ou le followership, voire le débriefing. N'hésitez pas à nous contacter. Il y a tout sur debrief.org. Je vous dis à bientôt. Et la prochaine fois que vous regardez Top Gun 2, une petite pensée pour Chuck. Fly safe.